Bonjour, bienvenue à cette troisième séance de formation qui va vous apprendre à faire les premiers gestes de secours face à une personne victime d'un traumatisme. Il peut s'agir d'une chute, d'un accident de circulation ou de voie publique, d'une agression, d'un accident domestique ou autre. Après cette séance de formation, il faut que vous soyez en mesure de prendre en charge une plaie, de dégager une victime de la zone de danger, d'arrêter une hémorragie, d'immobiliser un membre fracturé, de mettre en place un collier cervical, d'assurer le brancardage. Nous allons commencer d'abord par apprendre ce qu'on doit faire devant une plaie simple. La première des choses qu'on doit faire, c'est de nous laver les mains ou bien on va mettre des gants pour ne pas infecter cette plaie. Ensuite, on va laver la plaie abondamment à l'eau, plus ou moins savon. On peut faire une désinfection si on a un antiseptique et on finira par mettre un pansement pour protéger cette plaie contre la pénétration d'éventuels microbes. Maintenant, on va voir ce qu'on doit faire devant une plaie grave ou importante. D'abord, on va voir c'est quoi une plaie grave. Une plaie grave, c'est une plaie qui est étendue, ça veut dire qu'il y a une grande surface, qui est profonde. C'est une plaie qui est contuse, ça veut dire qu'on a un écrasement des tissus. C'est une plaie qui saigne ou bien c'est une plaie avec un corps étranger, par exemple un couteau. Alors, ce qu'on doit faire devant une plaie grave ou importante, toujours on doit se laver les mains ou bien on va mettre des gants. On doit recouvrir la plaie de linge propre pour qu'elle ne s'infecte pas. Si un objet est présent au niveau de la plaie, il faut éviter de l'enlever ou de le mobiliser parce que vous risquez d'aggraver une hémorragie ou bien une lésion vasculaire ou nerveuse. Si vous avez une hémorragie et en absence de corps étranger, il faut comprimer la plaie et alerter les services d'urgence. Ce qu'il faut retenir, c'est que devant une plaie grave ou importante, on doit se contenter de la protéger avec un linge propre sans y toucher. Elle sera éventuellement traitée par la suite par un médecin. Quand on a une hémorragie, soit on fait une compression, soit on met un pansement serré. Donc en cas d'une plaie qui saigne, donc en cas de saignement abondant, on doit éviter tout contact avec le sang dans la mesure du possible. Donc, on doit se protéger contre le risque d'infection telles que le sida, l'hépatite. Donc, on doit se protéger soit avec des gants, soit avec un sachet et ne pas éviter de toucher le sang, surtout lorsqu'on a une plaie. Et on doit comprimer la plaie, sauf dans ces trois cas. Donc, on doit comprimer la plaie sauf quand on a un corps étranger à l'intérieur de la plaie. Quand on a des plaies multiples, donc on ne peut pas toutes les comprimer. Et quand on a une hémorragie incontrôlable, à ce moment-là, donc on doit penser faire un garrot. Et on notera, ne pas oublier de noter l'heure de la pause du garrot. Alors, quand est-ce qu'on doit placer un garrot? Le garrot est réservé aux situations exceptionnelles. Quand on a tout essayé, on a comprimé, on a mis un pansement compressif, on a comprimé, ça ne donne pas, le saignement persiste. Ou bien lorsqu'on a plusieurs victimes et on doit se libérer pour les autres victimes. Alors, où doit-on placer le garrot? Le garrot se pose entre la plaie et le cœur. Au niveau du membre supérieur, on le pose au niveau du bras. Et au niveau du membre inférieur, on le pose au niveau de la cuisse. Avec quoi on peut faire un garrot? C'est avec, on doit utiliser un lien large pour ne pas léser les muscles et la peau. On peut utiliser une écharpe, un foulard, une cravate, une ceinture, etc. Il existe deux techniques pour mettre en place le garrot. La première technique, bien sûr, en maintenant la compression au niveau de la zone où on a le saignement. On prend un lien large et on va faire un système de boucle.
Ensuite, passer les deux liens dans la boucle, maintenir la traction et avec un des liens, venir de l'autre côté pour fermer le garrot. Donc, on va faire un nœud. Il faut serrer suffisamment pour arrêter l'hémorragie, mais pas trop. Il faut toujours penser à allonger la victime parce que la masse sanguine qui reste doit remonter au niveau des organes vitaux, à savoir le cœur et le cerveau, et ne pas oublier d'alerter le secours. Donc, ce qu'on ne doit pas faire, c'est que desserrer le garrot parce qu'il y a une accumulation de toxines et on peut avoir une aggravation de l'état du patient par élimination de ces toxines et ne pas toujours oublier de marquer l'heure de pause du garrot. La plaque suivante représente les différentes étapes de la mise en place d'un garrot. L'image 1, c'est compression avec les doigts plus la boucle. Image 2, traction sur le lien. Image 3, faire le nœud. La deuxième façon de faire un garrot, donc c'est le garrot de tourniquet. Pour faire ce garrot, nous aurons besoin d'un lien large de 3 à 5 cm de large, suffisamment long. On peut prendre un morceau de drap, une cravate, un chèche et on aura besoin également d'une pièce solide, une barre en plastique, en fer, un stylo. Elle doit mesurer environ 10 à 20 cm. Pour réaliser le garrot tourniquet, on va commencer par prendre votre lien large, venir faire 2 tours ainsi qu'un nœud, puis prenez le bâton et effectuez 2 nœuds par-dessus. Puis ensuite effectuez le tourniquet en rotation du bâton autour jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Et pour fixer le tout, venez d'un côté faire 2 tours autour du bâton d'un côté, de l'autre côté, vous prenez par le dessus et faire un nœud avec les 2 bouts qui restent de l'autre côté. Donc le secouriste utilise les moyens de bord pour faire le garrot de tourniquet, alors que les professionnels de santé tels que la protection civile utilisent ce garrot de tourniquet qui est montré sur la plaque, qui est plus simple et évitant ainsi le bricolage. Lorsqu'on met en place un garrot, donc ce qu'on ne doit pas faire, c'est desserrer le garrot, puisqu'on a dit qu'il va y avoir une libération de toxines et donc on peut aggraver l'état du patient. Et ce qu'on doit faire, on doit toujours noter l'heure exacte de la pose du garrot afin de savoir exactement le temps d'ischémie du membre. Il faut savoir que le plus on laisse le garrot en place et plus on va avoir des complications. Quand le garrot dépasse les 2 heures, on va commencer à avoir des lésions nerveuses et plus de 4 heures, on va commencer à avoir une gangrène et de la nécrose cutanée. Après avoir vu les premiers gestes à faire face à une plaie, qu'elle soit simple, grave ou qui saigne, avec la technique de mise en place du garrot, et toujours chez une victime d'un traumatisme, nous allons voir maintenant les premiers gestes à faire face à une fracture. Alors, c'est quoi une fracture? Une fracture est une rupture de continuité d'un os des membres. Cette fracture, elle peut être fermée quand elle ne s'accompagne pas d'une plaie, et elle sera ouverte lorsqu'elle s'accompagne d'une plaie. Il faut savoir que tout traumatisme important est susceptible d'entraîner une fracture. Donc, comment on peut faire le diagnostic de la fracture? Le sujet va entendre un craquement et ressent une vive douleur qui augmente lorsqu'il tente de bouger le membre atteint. Deuxième chose, on va remarquer un gonflement, une déformation au niveau de la zone fracturée. Il faut savoir que dans d'autres cas, il n'y a aucun signe et ce n'est que la radiographie qu'on va faire à l'hôpital qui va montrer la fracture. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire devant une fracture? Si la victime est capable de se déplacer ou est facilement transportable dans un véhicule, exemple traumatisme du poignet, de l'avant-bras, ce déplacement n'est cependant envisageable que dans le cas où
où il ne risque pas d'aggraver les lésions. Donc, il faut que le malade soit stable pour pouvoir donc prendre la décision d'évacuer la victime vers le centre de soins le plus proche. Mais avant d'évacuer cette victime, il doit impérativement immobiliser le membre touché. Il faut savoir que la mobilisation du membre fracturé peut aggraver l'état de ce membre en entraînant des lésions vasculaires et des lésions nerveuses. Et donc, il faut à tout prix immobiliser ce membre pour éviter ces complications. Cette immobilisation provisoire consiste à fournir à l'os fracturé un tuteur qui l'empêche de bouger. Donc, il ne faut pas qu'il bouge. Ce membre fracturé, on doit l'empêcher de bouger. Généralement, le tuteur formé d'attelles constitué par une planchette lisse en bois, en métal, en plastique rigide ou souple, pneumatique ou à dépression, de longueur appropriée à la région immobilisée. On peut également donc utiliser les moyens de bord, à savoir le carton, une planche, n'importe quoi. Donc l'essentiel, il faut un tuteur. Donc lorsqu'on met en place ces attelles, et pour éviter les complications locales, cutanées, surtout, on doit toujours s'efforcer de rembourrer les attelles avec du coton, des morceaux de vêtements avant de les placer sur les membres. Les liens fixes de part et d'autre de la région fracturée doivent être noués sur l'attelle et non pas sur le membre. Il faut modérer le serrage des liens pour permettre la circulation du sang dans le membre. Alors, qu'est-ce qui peut faire office d'attelle lorsqu'on n'a pas les vrais attelles? On peut utiliser les gouttières de zinc, journaux, cartons, des branches, des manches à balai ou bien des pièces de bois. Donc, devant tout traumatisme, il convient de lancer l'alerte en avertissant donc les secours, surtout les pompiers, donc la protection civile numéro 14. Quand on a une victime qui n'est pas en état de se déplacer, donc on doit toujours appeler les secours. Si ces derniers annoncent leur arrivée rapide, le sauveteur aidera simplement la victime à maintenir le membre immobilisé. Donc il ne fera rien du tout en dehors de maintenir le membre immobilisé. Dans le cas où les secours ne peuvent pas arriver rapidement, à ce moment-là, donc on doit immobiliser le membre fracturé. On commencera par voir tout d'abord l'immobilisation provisoire du membre supérieur. Dans le cas d'une fracture du bras, on va placer donc deux attelles, l'une du côté intérieur entre l'aisselle et le coude, l'autre à l'extérieur entre l'épaule et le coude. En cas de traumatisme du coude ou bien de l'avant-bras, on doit immobiliser le membre contre le thorax avec un bandage, le coude plié à angle droit. En l'absence d'attelle adaptée, on peut utiliser un morceau de tissu plié en triangle et noué derrière le cou, ou bien retourner le bas du pull du sujet pour envelopper complètement l'avant-bras. Deuxième façon d'immobiliser le coude et l'avant-bras, c'est d'utiliser une attelle qui va du coude jusqu'à la main. Alors, ce qu'on doit faire devant une fracture du membre supérieur, on doit immobiliser le membre, on doit également appeler les secours, on doit retirer les bijoux, ne pas donner à boire et ne pas donner à manger à la victime. Après les fractures des membres supérieurs, nous allons voir ce qu'on peut faire devant une fracture des membres inférieurs. Les victimes d'un traumatisme des membres inférieurs sont en général incapables de se déplacer seules. Le blessé ne doit pas appuyer le membre touché jusqu'au bilan médical au milieu spécialisé. Dans le cas où le traumatisme est bénin, on peut éventuellement aider le blessé à se déplacer, mais sans appui du membre blessé sur le sol. Si les secours peuvent arriver rapidement, on doit empêcher toute mobilisation du membre inférieur. Maintenant, si les secours ne peuvent pas arriver rapidement,
À ce moment-là, donc on doit faire une immobilisation provisoire du membre avec des attelles gonflables ou des attelles de fortune. Dans tous les cas, on ne doit pas omettre d'appeler les secours, le numéro. En cas de traumatisme de jambes et de genoux, les deux attelles devront s'étendre de la partie inférieure de la cuisse jusqu'au-delà du pied. Ce dernier sera maintenu à angle droit par une bande. Donc voilà, c'est des attelles qui ont été mises en place pour un traumatisme de la jambe ou du genou en utilisant donc les moyens de bord. Dans le cas d'un traumatisme de la cuisse et de la hanche, il faut poser du côté extérieur une large attelle allant de l'aisselle jusqu'au-delà du pied et du côté intérieur une attelle allant de l'aine au pied. Si on manque d'attelle, dans le cas des membres inférieurs, liez le membre blessé au membre sain sur lequel seront nouées les bandes. Voilà comment on doit placer les attelles en cas d'un traumatisme de la hanche ou bien de la cuisse. Voilà un exemple d'attelle qu'on peut utiliser pour immobiliser le membre inférieur. Dans le cas des fractures ouvertes, ça veut dire fracture avec une plaie, on doit d'abord placer un linge propre ou des compresses fixées par une bande sur la plaie avant d'immobiliser le membre. Alors, qu'est-ce que vous allez faire si vous assistez à une chute des escaliers d'un jeune homme qui a très mal au niveau de la jambe? Cette jambe est enflée. La lésion qu'on redoute le plus chez tout traumatisé, que ce soit une chute des escaliers, un accident de la circulation, on doit redouter donc le traumatisme du rachis cervical, car il peut entraîner une paralysée, donc une tétraplégie, ça veut dire une paralysée des 4 membres qui peut être irréversible. Donc chez notre patient, on doit d'abord donc rechercher une lésion du rachis et on doit suspecter cette lésion du rachis si le malade a une douleur au niveau de la nuque ou bien s'il fait déjà il a commencé à faire des troubles neurologiques à type de paralysé ou des fourmillements au niveau des membres. À ce moment-là, donc, on doit systématiquement mettre un collier cervical. Alors, dans quel cas on doit placer un collier cervical? C'est à chaque fois qu'on suspecte une lésion du rachis cervical devant donc les circonstances de l'accident. Un coup de lapin, une décélération brutale. Donc, c'est les circonstances, devant les circonstances de l'accident, devant la présence d'une douleur à la palpation au niveau de la nuque, ou bien en cas de tétraplégie, c'est-à-dire une paralysée des 4 membres, ou bien présence de signes neurologiques périphériques à type de fourmillement, de paralysée. Donc, à ce moment-là, on doit placer le collier cervical. Le collier cervical est systématique chez tout patient inconscient parce qu'on ne peut pas savoir s'il a des signes neurologiques, on ne peut pas savoir si on ne peut pas avoir cette douleur, on ne peut pas à la palpation et donc on ne peut pas savoir s'il a un traumatisme du rachis et donc le collier est systématique chez le patient inconscient. On doit faire très attention avant de mobiliser un accidenté parce que s'il présente un traumatisme du rachis et qu'on le mobilise n'importe comment, on va fléchir sa tête, on peut sectionner la moelle et entraîner la tétraplégie. Donc, pour éviter toute mobilisation du rachis cervical, surtout si on a une fracture, on doit l'immobiliser. Comment, avec quoi on va l'immobiliser? On va l'immobiliser avec le collier cervical. Avant de placer le collier cervical, il faut maintenir la tête en position neutre. Quelle est la technique de la position neutre? Donc, on doit se placer à genoux dans l'axe de la victime et placer les 2 mains de chaque côté de sa tête.
Prenez appui si possible avec les coudes sur le sol ou sur les genoux pour diminuer la fatigue. Si la victime est inconsciente, on doit libérer les voies aériennes et on a déjà vu ça auparavant. On doit maintenir cette position neutre jusqu'à ce qu'on mette en place le collier cervical. Donc le collier cervical qu'on va utiliser est constitué d'une bande, comme il est montré dans la figure 1, ou bien de deux parties comme il est montré au niveau de la figure 2. Il est rigide et dans la matière varie selon le modèle. Il comporte donc 4 appuis: l'appui sternal, l'appui mentonnier, l'appui occipital et les épaules. Il peut être également équipé d'orifices. Le rôle du collier cervical est de limiter les mouvements de la nuque qui aggravent une lésion de la moelle épinière. De préférence, le collier cervical est placé par 2 intervenants afin de diminuer le risque de mobiliser la nuque pendant la pose. Le premier intervenant maintient la tête en position neutre. Le deuxième intervenant se positionne sur le côté pour réaliser la mise en place du collier. Il doit dégager les vêtements au niveau de la base du cou lorsque leur volume ou leur position peut limiter l'efficacité ou gêner la mise en place du collier. La hauteur du collier cervical doit être égale à la distance qui sépare le menton du haut du sternum de la victime. Il glisse le collier en bande sous la nuque de la victime, puis il colle les 2 bouts du collier. Pour le modèle en 2 parties, le sauveteur glisse la partie arrière du collier sous la nuque de la victime en dégageant là où les bandes auto-agrippantes. Il positionne ensuite la partie avant du collier afin d'obtenir un bon appui menton-sternum, mais aussi occipital et épaule. Il ajuste ensuite la hauteur du collier, si c'est possible, selon le modèle, et fixe les sangles. La plaque suivante schématise les différentes étapes de mise en place du collier cervical avec le modèle à 2 parties. Les particularités de la mise en place du collier cervical chez l'enfant, c'est que la technique de pose est la même avec les colliers. Cependant, il faut respecter la taille, donc il faut une taille adaptée. Et avant de mettre en place le collier, on doit expliquer à l'enfant, le rassurer, évitant ainsi les pleurs et l'agitation. À chaque fois qu'on doit placer un collier cervical, on doit respecter la taille du collier adapté à la personne pour éviter qu'il ne soit pas efficace. Car si ce collier est trop petit, il permettra la flexion. S'il est trop grand, il permettra les mouvements de bascule de la tête. S'il est trop serré, il va comprimer la trachée et les vaisseaux du cou. Et donc on doit impérativement respecter donc la taille adaptée. Après avoir placé le collier cervical, on doit toujours vérifier s'il est bien placé pour garantir de limiter au maximum tout mouvement de la nuque de la victime, particulièrement au cours de sa mobilisation. Dans le cas où on ne dispose pas d'un collier cervical, on peut confectionner un collier avec du carton par exemple. Une fois qu'on a mis en place le collier cervical en cas de suspicion d'un traumatisme du rachis, on va prendre en charge donc le traumatisme du membre inférieur, donc la fracture au niveau du membre inférieur, et donc on doit éviter toute mobilisation, on peut faire une immobilisation du membre inférieur, donc on l'a déjà vu comment on l'a fait. Il faut alerter et avertir la protection civile, couvrir la victime, ne pas lui donner à boire et ne pas lui donner à manger. Ce que vous devriez retenir du traumatisme, c'est qu'il faut interdire au blessé de se relever. Ne déplacer le blessé qu'une fois l'os immobilisé, donc après une immobilisation provisoire. Manier avec grande précaution en cas de maladresse ou de brutalité une fracture fermée
peut se transformer en fracture ouverte ou compliquée. Mise en traction du membre avant stabilisation par les attelles. En cas de choc ou d'hémorragie, traitez l'un ou l'autre avant d'immobiliser. En cas de fracture ouverte, ne pas nettoyer la plaie ni chercher à rentrer les bouts d'os qui font saillie, appliquer seulement un pansement stérile et ne pas donner à boire ou à manger à la victime. Maintenant, on va passer à un autre geste que peut-être vous seriez obligé de le faire chez un accidenté, c'est le retrait du casque sur un motocycliste accidenté. Donc, dans quel cas on doit retirer le casque? On doit retirer le casque quand le patient est inconscient et chez lequel on doit assurer la liberté des voies aériennes. On doit également retirer le casque quand on doit faire une ventilation artificielle chez le patient. Donc le retrait du casque va nous permettre de faire une ventilation artificielle chez ce patient par le bouche à bouche et ça nous permet également d'examiner le visage. Le risque, c'est que si on va mobiliser le rachis cervical, on peut entraîner une aggravation d'une fracture du rachis et donc une lésion de la moelle qui peut entraîner une paralysie ou bien qui peut carrément entraîner la mort du patient. Donc, comment on va faire le retrait du casque sur un motocycliste accidenté? On doit se mettre à 2 secouristes de préférence pour éviter tout mouvement du rachis cervical, mais elle peut se faire seule en cas de l'urgence. Il faut adopter une position stable pour éviter tout déséquilibre lors de la manœuvre. Un secouriste va maintenir la tête en position neutre et le deuxième s'occupe de retirer le casque de manière coordonnée. La plaque suivante représente donc les différentes étapes pour le retrait du casque chez un motocycliste accidenté. Le retrait du casque expose donc au risque de mobiliser le rachis cervical et d'aggraver éventuellement une fracture du rachis cervical. Et donc, si le motocycliste accidenté est conscient, on ne doit pas retirer le casque. On maintient la tête du motard dans sa position initiale. On va ouvrir la visière du casque pour faciliter la libération des voies aériennes et la communication. Une fois que les gestes de secours sont assurés, la victime doit être évacuée vers une structure hospitalière et donc on doit procéder au relevage. Comment vous allez procéder si vous assistez à un accident de la circulation et que les agents de protection civile vous demandent de les aider à assurer donc ce relevage? Donc le relevage, c'est l'opération qui consiste à mettre une victime sur un brancard pour permettre son transport vers la structure de soins. L'élément le plus important que vous devriez retenir, c'est que quand vous allez déplacer une victime qui vient d'avoir un traumatisme, il faut toujours respecter l'axe tête-cou-tronc. À aucun moment on doit plier la victime parce qu'il faut considérer toujours que cette victime peut avoir un traumatisme du rachis et quand on la plie ou quand on ne respecte pas l'axe tête-cou-tronc, on peut sectionner la moelle et entraîner la paralysie qui peut être totale donc au niveau des 4 membres. Le relevage a ses principes. Le premier principe, c'est de ne pas aggraver l'état de la victime. Donc, si on ne sait pas faire le relevage, il vaut mieux ne pas le faire. On le fait chez un malade qui est stable sur tous les plans. Ce n'est pas un geste d'urgence. L'urgence, c'est de faire les gestes qui sauvent le patient. Et troisième principe, c'est de minimiser les mouvements que doit subir la victime. Afin de respecter la rectitude de l'axe tête-cou-tronc, on doit donc se contenter de lever la victime au minimum pour glisser le brancard dessous. C'est la technique des pans. Les équipiers doivent faire attention à ne pas se blesser
en particulier le dos, car ils doivent porter une charge lourde dans une position inconfortable. Il faut donc travailler le dos droit et soulever en utilisant un mouvement des cuisses. Les équipiers doivent s'assurer qu'ils sont dans une position stable afin de ne pas déséquilibrer lors de la manœuvre. Les pieds donc doivent être écartés, non parallèles en 9h5 et décalés, un pied légèrement en avant par rapport à l'autre. Les mouvements sont coordonnés par des ordres donnés par le chef d'équipe. Ce chef d'équipe doit choisir la position des équipiers en fonction de leur gabarit et de leur capacité physique. Le relevage est une opération fatigante. Il convient donc d'enchaîner les différentes étapes, mais sans brusquerie. Il faut donc s'entraîner à ces techniques. Pour faire le relevage, on doit tout d'abord préparer le brancard. Donc, ce brancard peut être un brancard normal ou à roues, ou bien un plan dur, ou tout dispositif rigide qui peut se glisser sous la victime. Donc, dans le cas d'un malaise ou d'un traumatisme bénin, on peut demander la collaboration de la victime pour le relevage. On peut tout simplement poser le brancard à côté d'elle et lui demander de se mettre dessus. Si la victime peut marcher, on peut recourir à une aide à la marche, comme c'est montré sur la plaque suivante. La technique de relevage de référence est représentée par le pan amélioré. C'est elle qui permet de prendre le plus de précautions, mais elle nécessite la présence de 5 équipiers, dont le chef. Le relevage peut nécessiter encore la présence d'une 6e personne pour s'occuper de la surveillance d'un traumatisme spécifique. Le brancard est positionné dans l'axe de la victime, si possible du côté des pieds de la victime ou bien du côté de la tête. Donc on va voir le pan amélioré avec un brancard venant par les pieds. On doit tout d'abord, si la victime est consciente, on doit lui expliquer que l'on va la poser sur un brancard en vue de l'évacuer. Si elle est, on peut lui demander également de croiser les bras sur sa poitrine si cela n'est pas impossible. Le premier sauveteur est représenté par le chef qui doit se placer à la tête avec un genou à terre, position dite du trépied. Dans l'axe de la victime, il maintient la tête en prise latérale ou occipito-mentonnière. Dans ce dernier cas, le genou levé est celui qui est du côté de la main placée sous le menton de la victime. Ainsi, le coude du bras soutenant la nuque peut s'appuyer sur le genou baissé, comme cela est montré sur l'image. Le deuxième équipier se place au pied et maintient les 2 chevilles ou bien met un bras sous les chevilles et un bras sous les mollets, comme c'est montré donc sur l'image. Cette image montre la position du chef qui est à la tête et la position du sauveteur numéro 2 qui se place en pan au-dessus des chevilles. Le troisième équipier enjambe la victime en s'appuyant sur un autre équipier et place ses mains sous le bassin. Il regarde la tête de la victime. Le quatrième équipier enjambe la victime en s'appuyant sur un autre équipier et place ses mains sous le dos de la victime du côté des épaules. Il regarde les pieds de la victime. Donc cette image montre les 4 équipiers en position. Ensuite, donc les 4 sauveteurs vont soulever la victime pour permettre le passage du brancard entre les jambes des sauveteurs. Lorsque le brancard est suffisamment engagé, posez doucement la victime sur le brancard. Nécessité d'une aide pour l'engagement du brancard.
Le cinquième équipier place le brancard dans l'axe de la victime, côté pied si possible, côté tête sinon. Les équipiers 1 à 3 doivent faire attention à écarter suffisamment les pieds pour que le brancard puisse passer entre leurs jambes. Si le chef choisit la prise occipito-mentonnière, le genou relevé doit être du côté de la main qui se glisse sous le menton. Donc cette plaque schématise le pan amélioré qui est une technique de relevage avec un brancard venant des pieds. Donc si le brancard approche par la tête, deux techniques sont possibles. La première, le chef se place au niveau de la tête mais sur le côté de la victime afin de laisser la place au brancard de passer. Il est en diagonale par rapport à l'axe de la victime. La seule prise possible est l'occipito-mentonnière. La seconde, le chef se place en pan dans l'axe et se lève comme les autres équipiers pour laisser placer le brancard. Le maintien de tête peut être latéraux-latéral. Le reste de la technique est strictement identique à la technique. Cette plaque schématise la technique de relevage avec le brancard venant de la tête. Une fois qu'on a mis la victime sur le brancard, on doit le transporter à l'ambulance et donc ce transport peut se faire à 4 secouristes. Chacun tiendra une poignée de hampe. Donc on peut porter le brancard à 3 secouristes avec 2 secouristes qui se placent du côté de la tête parce que c'est le côté le plus lourd. Le troisième se place au pied et tient les deux hampes. Le port du brancard peut se faire avec 2 secouristes. L'un se place à la tête, l'autre au pied et chacun tient les deux hampes. Pour assurer également le brancardage, on peut utiliser un brancard roulant.